Pendant tout notre mariage, nous avons travaillé dur pour bâtir un patrimoine, une maison confortable et un avenir stable. Notre fils, Christophe, a grandi en ayant tout ce dont il avait besoin et beaucoup de ce qu'il désirait. La lecture du testament a eu lieu dans le bureau de Moreau, un avocat d'âge mûr au cerne profond qui ajustait constamment ses lunettes en examinant les documents. Je me suis assis sur une chaise en cuir usé, les mains tremblantes sur mes genoux, essayant de dissimuler ma nervosité. Christophe était à mes côtés, vêtu d'un costume noir impeccable et coûteux que je n'avais jamais vu auparavant. Sa posture était rigide, presque impatiente. Nous allons procéder à la lecture des dernières volontés de Madame Pauline Dupont, commença Moreau avec un raclement de gorge sec. Mon cœur s'emballa. Pauline et moi avions été mariés pendant 28 ans. Nous avions tout construit ensemble, en pensant toujours à notre avenir, à notre vieillesse. À mon époux Henri, lut l'avocat tandis que je me redressais sur ma chaise. Je lègue le chalet dans les montagnes des Alpes avec tout son contenu. Je fronçai les sourcils, confus, le chalet, cette vieille construction abandonnée que Pauline avait héritée de son père. Nous n'en avions jamais rien fait parce qu'il tombait en ruine. À mon fils Christophe, continua-t-il, je lègue la maison familiale sur l'avenue des Champs-Élysées, tous les comptes bancaires, les investissements et la somme totale de 5 millions d'euros. Le monde sembla se figer à cet instant. 5 millions. La maison où j'avais vécu presque 3 décennies, tout ce que nous avions construit ensemble. Christophe avait tout reçu et moi, un chalet en ruine. « Il doit y avoir une erreur », murmurai-je, parvenant à peine à contrôler ma voix. Christophe se tourna vers moi avec un sourire froid. « Il n'y a pas d'erreur, papa. Maman savait exactement ce qu'elle faisait. » Moreau me regarda avec quelque chose proche de la compassion. « Les termes sont très clairs, monsieur Dupont. Votre épouse a été très précise sur ses souhaits. » Nous sortîmes du bureau en silence. Le soleil d'avril semblait implacable, presque cruel dans son intensité. Durant le trajet de retour vers la maison qui n'était plus la mienne, Christophe ne dit pas un mot, mais je pouvais sentir sa satisfaction émaner comme la chaleur d'un four. Ce soir-là, tandis que je préparais le dîner, comme je l'avais fait pendant des décennies, il parla enfin. « Papa, nous devons parler de ton logement. » Je posai le couteau sur la planche à découper. Quelle conversation! C'est ma maison maintenant, et franchement, je pense qu'il est temps que tu aies ton propre espace. Je le regardais, espérant un signe qu'il plaisantait. Christophe, c'est ma maison depuis 28 ans. C'est ici que j'ai construit ma vie avec ta mère. Maman n'est plus là, répondit-il froidement, et cette maison est à moi. Maintenant, tu as le chalet. Le chalet n'a pas d'électricité, ni d'eau courante. Le toit s'effondre. Il haussa les épaules, comme si mes problèmes étaient insignifiants. Alors tu vas devoir le réparer. Écoute, je ne veux pas que ça devienne désagréable. Je te donne 1 semaine pour emballer tes affaires. Je sentis comme si j'avais reçu une gifle. 1 semaine? 1 semaine, répéta-t-il, ajoutant avec un sourire glacial. Considère ça comme une opportunité pour l'indépendance, papa. Tu as toujours dit que tu voulais plus de temps pour toi. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion et de douleur. J'emballais mes effets personnels, les photographies de famille, les vêtements qui rentraient dans 2 valises. Christophe supervisait tout comme un gardien, s'assurant que je ne prenne rien qu'il considérait comme précieux. « Non, » dit-il, quand j'essayais de prendre le service en porcelaine que ma mère m'avait donné. « Ça fait partie de la maison. » C'était à ma mère, Christophe. Ça fait partie de mon héritage. Le dernier jour, tandis que je chargeais mes valises dans ma vieille voiture, Christophe apparut, portant un costume neuf et des bijoux que je ne reconnaissais pas. « J'espère que tu comprends que ce n'est pas personnel, papa, » dit-il, mais son ton suggérait le contraire. Maman avait évidemment ses raisons. « Et quelles raisons penses-tu que c'était » demandai-je d'une voix étouffée. Christophe s'approcha et, pendant un moment, je pensais qu'il pourrait montrer de la compassion. Au lieu de cela, son expression se durcit.
peut-être parce qu'elle a finalement réalisé que tu as toujours été un fardeau, toujours dépendant d'elle, sans vraiment contribuer. Peut-être qu'elle voulait s'assurer que moi, qui ai vraiment fait quelque chose de ma vie, j'ai ce que je mérite. Ces mots me frappèrent comme des balles. Christophe, j'ai sacrifié ma carrière pour t'élever. J'ai quitté mon emploi pour être père au foyer, parce que toi et ta mère le vouliez ainsi. Personne ne t'a obligé à rien, papa. C'était tes choix. Je montai en voiture, les mains tremblantes, et partis, laissant derrière moi la seule maison que j'avais connue en tant qu'adulte. En regardant dans le rétroviseur mon fils debout sur le seuil, sans une once de remords dans le regard. Quand j'arrivai au chalet, le soleil se couchait déjà. La structure semblait encore pire que dans mes souvenirs. La peinture écaillée, les fenêtres cassées, l'escalier de la véranda oscillait dangereusement, mais c'était tout ce que j'avais. Cette première nuit, allongé sur le sol sur une vieille couverture, regardant les étoiles à travers un trou dans le toit, je pleurais comme je n'avais pas pleuré depuis l'enfance, non seulement pour la perte de ma maison, mais pour la perte du fils que je pensais connaître. Comment en étions-nous arrivés là? Comment le garçon que j'avais élevé, aimé inconditionnellement, s'était-il transformé en quelqu'un d'aussi cruel? Mais tandis que les larmes séchaient sur mes joues et que la forêt silencieuse m'enveloppait, une petite étincelle de détermination commença à briller dans ma poitrine. Si Christophe pensait que j'abandonnerais, que je me briserais complètement, il se trompait lourdement. Il n'avait aucune idée de ce qui m'attendait dans ce vieux chalet apparemment inutile. Il n'imaginait pas que ma vie était sur le point de changer pour toujours. Les premiers jours au chalet furent les plus difficiles de ma vie. Sans électricité, je dépendais de bougies et d'une vieille lampe torche que j'avais trouvée dans un tiroir poussiéreux. Sans eau courante, je devais marcher presque 1 kilomètre jusqu'à un puits qui fonctionnait encore, portant des seaux qui semblaient devenir plus lourds chaque jour. Mes mains, habituées au confort d'une vie urbaine, furent bientôt couvertes d'ampoules et de callosités. Mais la douleur physique n'était rien comparée à la douleur émotionnelle. Au 3e jour, ma sœur Sandrine m'appela. Sa voix semblait étrange, distante. « Henri, est-ce vrai ce que Christophe dit ?»« Qu'est-ce qu'il dit ?» demandai-je, bien qu'une partie de moi le sache déjà. « Il dit que tu as attaqué l'avocat lors de la lecture du testament, que tu as crié et fait un scandale parce qu'ils ne t'ont pas laissé tout l'argent. » Le téléphone pesait dans ma main comme du plomb. « Sandrine, c'est complètement faux. Je n'ai jamais... » « Il dit aussi que tu le menaces, que tu exiges de l'argent, que tu vas engager un avocat pour contester le testament. » « C'est un mensonge. » Ma voix défaillit. « Sandrine, je suis ton frère, tu me connais mieux que ça. » Il y eut une longue pause douloureuse. Je ne sais pas quoi penser, Henri. Christophe semblait très perturbé quand il m'a appelé. Il a dit qu'il avait peur de toi. Après avoir raccroché, je m'assis sur le sol de bois pourri du chalet et pleurai jusqu'à n'avoir plus de larmes. Christophe n'avait pas seulement pris ma maison, il détruisait systématiquement tous mes autres liens. Le lendemain, ma belle-sœur Régine annula notre tradition de déjeuner du vendredi. Je pense qu'il vaut mieux que tu prennes du temps pour toi, Henri, pour réfléchir aux choses. Puis, ce fut ma cousine Marie, qui était comme une sœur pour moi. Christophe dit que tu bois beaucoup depuis que Pauline est morte. Peut-être devrais-tu chercher de l'aide. Chaque appel était un coup de poignard. Christophe avait soigneusement construit un récit où j'étais le méchant, le veuf cupide et désespéré qui ne pouvait accepter que sa propre épouse ne lui fasse pas confiance avec sa fortune. Une semaine après mon déménagement au chalet, Christophe apparut à ma porte. Il arriva dans une voiture neuve, rutilante, portant un manteau qui coûtait probablement plus que mon véhicule entier. « Salut, papa », dit-il avec un sourire faux. « Je suis venu voir comment tu t'adaptes. » Je le regardais à travers la porte moustiquaire cassée, essayant de comprendre sa présence. « Qu'est-ce que tu veux, Christophe? Je ne peux pas rendre visite à mon père ?» rit-il, mais le son était vide. Mon Dieu, cet endroit est vraiment un désordre, n'est-ce pas? Regarde ces fenêtres cassées et ce toit. Tu vis vraiment ici? Je n'ai pas le choix.
Eh bien, je suppose que tu vas devoir faire avec. Il s'approcha et baissa la voix. Sais-tu, papa, j'ai parlé de toi à la famille. Mon estomac se noua. Qu'est-ce que tu leur as dit? Juste la vérité, que tu es très amer depuis la lecture du testament, que tu n'acceptes pas les décisions de maman, que tu fais des commentaires très désagréables sur moi. Christophe, ce n'est pas vrai et tu le sais. Il haussa les épaules. La perception est la réalité, papa. Et la perception est que tu ne gères pas bien ton deuil. Puis il se tourna et commença à marcher vers sa voiture, mais s'arrêta et regarda par-dessus son épaule. Ah, et papa, Sandrine a mentionné que tu pourrais essayer de contester le testament. Juste pour info, maman a travaillé avec le meilleur avocat de la région. Tout est légalement scellé. Si tu essaies quelque chose, tu perdras le peu d'argent que tu as. Après son départ, je restai debout à cette porte cassée pendant longtemps, regardant sa voiture disparaître sur le chemin de terre. La réalité de ma situation me frappa comme une avalanche. Non seulement j'avais perdu ma maison et ma famille, mais Christophe avait systématiquement détruit ma réputation. Ce soir-là, tandis que j'essayais de réparer une des fenêtres cassées avec du ruban adhésif et du carton, je réfléchis aux 28 dernières années. Avais-je vraiment été un père si mauvais, un époux si mauvais? Je me souvins quand Christophe avait 7 ans et avait attrapé une pneumonie. J'avais passé 3 nuits d'affilée à l'hôpital, dormant sur une chaise inconfortable, tenant sa main. Je me souvins de toutes les représentations scolaires auxquelles j'avais assisté, de tous les projets scientifiques que j'avais aidé à faire, de toutes les nuits où j'étais resté éveillé, attendant qu'il rentre à la maison quand il était adolescent. Je me souvins quand Pauline avait perdu son emploi en 2001 et que j'étais retourné travailler comme réceptionniste pour subvenir à la famille. Je me souvins comment j'avais quitté cet emploi quand elle en avait trouvé un meilleur, parce qu'elle avait dit que c'était important qu'il y ait quelqu'un à la maison pour Christophe. Ces choses avaient-elles signifié quelque chose pour elle? Pour Christophe? Apparemment non. 2 semaines après mon déménagement, mon voisin le plus proche, M. Antoine, vint me rendre visite. C'était un homme plus âgé, qui connaissait Pauline depuis des années. « Henri », dit-il en ôtant son chapeau. « Je suis désolé pour Pauline et encore plus pour ce qui t'arrive. Merci, M. Antoine. Je vis ici depuis 40 ans, continua-t-il, et je connais la valeur de cette terre. Ta femme était une femme intelligente, très intelligente. À l'époque, je ne compris pas ce qu'il voulait dire, mais ces mots restèrent avec moi comme une énigme à déchiffrer. À la fin de mon 2e mois au chalet, j'avais perdu du poids. Mes mains étaient calleuses et rugueuses. Mes cheveux avaient perdu leur éclat et de nouvelles rides étaient apparues autour de mes yeux. Mais il y avait quelque chose de plus, une nouvelle dureté en moi qui n'était pas là avant, une détermination qui grandissait chaque jour plus forte. Un matin, tandis que je balayais les débris de la véranda, je trouvais quelque chose qui changerait tout, une clé ancienne et étrange, partiellement enterrée sous des planches lâches du plancher. Elle était différente de toutes les clés que j'avais vues, lourde et avec un design ornementé. Je la tins contre la lumière du soleil, la tournant entre mes doigts. Pour quelle porte était cette clé? Dans un chalet que je pensais connaître dans tous les recoins, j'avais trouvé quelque chose de complètement nouveau et mystérieux. Ce soir-là, tandis que les bougies vacillaient autour de moi et que la forêt craquait dehors, j'examinais la clé de plus près. Elle avait de petits symboles gravés que je ne pouvais pas déchiffrer, et quelque chose me disait que ce n'était pas une clé ordinaire. Pour la première fois en des mois, je ressentais quelque chose au-delà du désespoir et de la tristesse. C'était de la curiosité, et sous cette curiosité, il y avait quelque chose d'encore plus puissant, l'espoir. Je ne savais pas alors que cette petite clé de métal vieillie changerait complètement le cours de ma vie. Je ne savais pas que mon existence solitaire était sur le point de se transformer en quelque chose de complètement différent, quelque chose qui donnerait à Christophe une surprise qu'il n'attendait pas. L'obsession pour la clé me consuma pendant des jours. Je la portais dans ma poche,
tandis que je réalisais les tâches quotidiennes de survie. Collecter du bois, chercher de l'eau, essayer de réparer les fuites du toit. Chaque soir, à la lumière des bougies, je l'examinais, essayant de déchiffrer son but. Les symboles gravés semblaient familiers, mais je ne pouvais pas me rappeler où je les avais vus avant. Ils étaient petits, délicats, comme s'ils avaient été faits par un artisan habile il y a longtemps. Au 4e jour, après l'avoir trouvé, je décidai d'inspecter le chalet de manière plus systématique. Dans les mois où j'y avais vécu, j'avais été trop occupé à survivre pour vraiment explorer. Maintenant, avec la clé comme motivation, je commençais à chercher n'importe quelle serrure, compartiment ou cachette qui pourrait correspondre. Je commençais par la cave, un espace humide et plein de toiles d'araignée que j'avais évité jusqu'alors. Armé de ma lampe torche et d'une détermination renouvelée, je descendis les escaliers de bois qui grinçaient menaçants sous mon poids. La cave était plus grande que je ne l'imaginais, s'étendant sous toute la structure du chalet. Les murs étaient en pierre brute et le sol en terre battue. Dans un coin, il y avait une pile de vieilles boîtes couvertes de poussière. Dans un autre, des outils rouillés pendaient à des crochets sur le mur. C'est alors que je la vis. Une petite porte en métal encastrée dans le mur du fond, presque cachée derrière une étagère ancienne. Mon cœur s'emballa tandis que je m'approchais. La porte avait une petite serrure ornementée avec les mêmes symboles gravés que j'avais vus sur la clé. Avec les mains tremblantes, je pris la clé de ma poche et l'insérai dans la serrure. Elle s'ajusta parfaitement. Le mécanisme tourna avec un clic doux et, malgré les années qu'elle avait probablement passées fermée, la porte s'ouvrit, révélant un petit coffre encastré dans le mur. À l'intérieur, il y avait une épaisse enveloppe en papier kraft et une boîte en métal plus petite. Je pris les 2 objets avec précaution et remontai les escaliers, mon cœur battant d'un mélange d'attente et d'appréhension. En haut, sous la meilleure lumière que je pouvais obtenir, j'ouvris d'abord l'enveloppe. Elle contenait des documents légaux que, au début, je ne compris pas. Des actes de propriété, des cartes topographiques et des papiers avec des sceaux officiels de l'État. Mais en lisant plus attentivement, utilisant une loupe que j'avais trouvée dans un des tiroirs, je commençais à comprendre ce que j'avais entre les mains. C'étaient des droits miniers, des droits d'extraction pour toute la propriété où se trouvait le chalet. Et pas seulement pour le petit terrain que je pouvais voir, mais pour 150 hectares qui s'étendaient jusqu'aux collines. Ma respiration s'accéléra tandis que je lisais les documents. Selon les papiers datant des années 1930, la famille de Pauline avait possédé les droits miniers de cette terre pendant des générations. Mais plus important, il y avait un rapport géologique récent, daté de seulement 2 ans avant la mort de Pauline. Le rapport indiquait des dépôts significatifs de quartz de haute qualité, ainsi que des veines possibles de pierres semi-précieuses. Ce qui me coupa le souffle fut la dernière page, une offre d'achat d'une compagnie minière pour les droits d'extraction. L'offre avait été faite 6 mois avant la mort de Pauline, mais selon une note manuscrite en marge, elle l'avait refusée. « J'attendrai le bon moment », avait-elle écrit de son écriture familière. Avec les mains tremblant violemment, j'ouvris la petite boîte en métal. À l'intérieur, il y avait une lettre scellée avec mon nom écrit de l'écriture de Pauline. « Oh, mon cher Henri, » commençait la lettre, « si tu lis ceci, cela signifie que tu as trouvé ce que je t'ai laissé. J'espère que Christophe n'a pas été trop cruel, mais connaissant sa nature, il l'a probablement été. » Je dus arrêter de lire pour essuyer les larmes qui commençaient à couler sur le papier. « Je sais que tu dois te demander pourquoi j'ai fait les choses de cette manière, » continuait la lettre. « Pourquoi j'ai donné la maison et l'argent à Christophe, tandis que je t'ai laissé ce chalet qui semble ne valoir rien? La réponse est simple. Je te connais, Henri. Je connais ta force, ta résilience, ta capacité à survivre et à prospérer. Même dans les circonstances les plus difficiles, Christophe n'a jamais eu à lutter pour rien. Nous lui avons tout donné sur un plateau, et je crains que cela l'ait transformé en quelqu'un que je ne reconnais pas,
quelqu'un d'avide, de manipulateur, sans compassion réelle pour les autres. Si je t'avais tout laissé directement, il aurait trouvé un moyen de te le prendre, légalement ou illégalement. Ma respiration était irrégulière tandis que je continuais à lire. Mais toi, mon amour, tu as quelque chose que Christophe n'aura jamais, une vraie force intérieure. Je savais que si quelqu'un pouvait survivre dans ce chalet assez longtemps pour trouver ce trésor, ce serait toi. Considère cela comme un test final, un que Christophe n'aurait jamais passé. Les droits miniers de cette propriété valent bien plus que la maison et l'argent que j'ai laissé à Christophe, mais plus que cela, ils sont ta liberté, ton indépendance, ta chance de vivre le reste de ta vie à tes propres conditions, sans dépendre de personne. Il y a plus de documents dans le coffre de la banque, dans un coffre-fort enregistré à ton nom. Le numéro du coffre est au verso de cette lettre. Utilise-le avec sagesse. Je t'ai aimé pendant toutes nos années ensemble, Henri. Je suis désolé de t'avoir imposé ce test, mais je savais que tu étais assez fort pour le surmonter. Maintenant, vis pour nous deux. Au bas de la lettre, il y avait un numéro, 186. Je restais assis sur le sol du chalet pendant longtemps, lisant et relisant la lettre. Pauline avait orchestré tout cela. Le testament qui semblait si cruel, si injuste, avait en réalité été sa façon de me protéger de Christophe, et en même temps de me donner quelque chose qu'il ne pourrait jamais toucher. Mais il y avait quelque chose de plus dans ces mots qui me faisait ressentir un mélange d'amour et de douleur. Elle me connaissait assez bien pour savoir que je survivrais à ce test, mais elle connaissait aussi Christophe assez bien pour savoir qu'il me trahirait. Depuis combien de temps savait-elle que notre fils était capable d'une telle cruauté? Quand avait-elle vu la personne qu'il était devenu? Ce soir-là, pour la première fois en des mois, je ne me sentis pas désespéré, abandonné ou trahi. Je ressentis quelque chose que j'avais oublié, le pouvoir. Christophe pensait m'avoir détruit. Il pensait avoir gagné, s'être enfin débarrassé du père qu'il considérait comme un fardeau. Mais il n'avait aucune idée de ce que j'avais vraiment hérité. Il n'avait aucune idée que sa cruauté avait été exactement le test que Pauline espérait qu'il échoue. Le lendemain, je me rendis à la banque en ville. Le coffre 186 contenait encore plus de documents, y compris des rapports géologiques mis à jour, et de la correspondance avec 3 compagnies minières différentes, toutes intéressées par les droits d'extraction. L'offre la plus récente, datée d'1 semaine avant la mort de Pauline, était de 8 millions d'euros. Tandis que je rentrais au chalet, je ne pouvais m'empêcher de penser à Christophe, probablement dans la maison qui était autrefois la mienne, dépensant l'argent qu'il pensait être sa grande victoire. Il ne savait pas que son père, l'homme qu'il avait traité comme un déchet, venait de devenir millionnaire, mais ce n'était pas encore le moment de la révélation. D'abord, je devais décider exactement comment je voulais utiliser ce nouveau pouvoir. Une chose était certaine, Christophe m'avait gravement sous-estimé, l'homme qui l'avait élevé. Les jours suivants furent un tourbillon d'investigations silencieuses. Je décidai de ne rien faire de précipité. Pauline avait été méticuleuse dans sa planification et je serais tout aussi prudent dans l'exécution. D'abord, je contactai un avocat différent, un qui se trouvait dans la ville voisine et qui ne connaissait pas Christophe. Me Rodriguez était un homme plus âgé, spécialisé dans les droits miniers et les transactions foncières. Quand je lui montrai les documents, ses yeux s'illuminèrent d'un intérêt professionnel. « Monsieur Dupont, me dit-il, ajustant ses lunettes pour examiner mieux les papiers. C'est extraordinaire. Votre épouse avait une documentation impeccable ici. Ces droits miniers sont légitimes et complètement séparés de tout autre héritage. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que, bien que votre fils ait hérité de la maison et de l'argent, ces droits miniers sont complètement indépendants. Ils sont spécifiquement à votre nom et ne peuvent être contestés ou réclamés par quiconque. Je sentis une vague de soulagement traverser mon corps. Et les offres des compagnies minières? Me Rodrigue sourit. Très légitime. En fait, je connais 2 de ces compagnies.
Elles ont d'excellentes réputations. Mais Monsieur Dupont, avant de prendre une décision, je recommande d'obtenir une évaluation géologique indépendante. Les prix des pierres semi-précieuses ont augmenté significativement ces dernières années. Suivant son conseil, j'engageai un géologue indépendant pour faire sa propre évaluation de la propriété. Le docteur Castro était un homme d'une 50aine d'années, avec une barbe grisonnante et des yeux qui brillaient d'enthousiasme quand il parlait de roches et de minéraux. Pendant 3 jours, je le vis arpenter ma propriété avec des équipements sophistiqués, prélevant des échantillons, faisant des mesures. Je continuais ma routine quotidienne, maintenant la façade de l'homme abandonné, luttant pour survivre dans un chalet en ruine. Pendant ce temps, je commençais à observer de plus près le comportement de Christophe. Ce n'était pas difficile d'obtenir des informations sur lui dans une petite ville. Les gens parlaient, surtout au poste et au supermarché. « Ce Christophe Dupont dépense de l'argent comme de l'eau », murmura Madame Torres dans la file du supermarché. « Il a acheté 3 voitures le mois dernier. »« Et ce voyage en Asie qu'il planifie ?» ajouta son ami. 2 mois dans les meilleurs hôtels, ça doit coûter une fortune. Ma nièce travaille à la bijouterie du centre, continua Madame Torres. Elle dit que Christophe y est allé 4 fois pour acheter des bijoux qui coûtent plus que mon salaire annuel. J'écoutais ces conversations avec une fascination croissante. Christophe faisait exactement ce que Pauline avait prévu. Dilapider l'argent sans aucune considération pour l'avenir. 1 semaine plus tard, le docteur Castro me remit son rapport. Son sourire était encore plus large qu'avant. « Monsieur Dupont, votre propriété est un trésor littéral. Les dépôts de quartz sont étendus et de haute qualité, mais ce n'est pas le plus excitant. Qu'avez-vous trouvé d'autre ? De l'améthyste. Beaucoup d'améthystes de qualité j'aime et quelque chose d'encore mieux, de la tourmaline verte. Les échantillons que j'ai trouvés suggèrent des dépôts significatifs. Je ne connaissais pas grand-chose aux pierres précieuses, mais l'expression du docteur Castro me disait que c'était bon, très bon. « De quelle valeur parlons-nous » demandai-je, essayant de garder une voix ferme. Conservativement, je dirais que les droits d'extraction pourraient valoir entre 12 et 18 millions d'euros, peut-être plus si les dépôts de tourmaline sont aussi étendus que je le suspecte. 12 à 18 millions d'euros, presque 4 fois plus que ce que Christophe avait hérité, et c'était une estimation conservatrice. Ce soir-là, tandis que je dînais d'un repas simple à la lumière des bougies, je ne pus m'empêcher de sourire. Pauline avait su exactement ce qu'elle faisait. Elle avait transformé mon humiliation apparente en la plus grande victoire de ma vie. Mais mon investigation ne s'arrêta pas là. Je commençai à prêter plus d'attention aux activités de Christophe, non par rancune, mais par curiosité stratégique. Un après-midi, tandis que j'étais à la banque pour des transactions mineures, j'entendis une conversation très intéressante. Christophe était au guichet voisin du mien, et sa voix était assez forte pour être impossible à ignorer. « J'ai besoin de transférer encore 60 000 euros sur mon compte d'investissement, » disait-il au caissier, « et j'ai aussi besoin d'informations sur des prêts en utilisant mon héritage comme garantie. J'ai de grosses dépenses qui arrivent. » Des prêts contre son héritage. Cela signifiait qu'il dépensait déjà plus d'argent qu'il n'en avait disponible immédiatement. Après son départ, j'attendis quelques minutes avant de m'approcher du même caissier. C'était un jeune homme, probablement nouveau au travail, et il semblait un peu dépassé. « Excusez-moi, dis-je de ma voix la plus douce, mais la personne qui vient de partir, n'est-ce pas Christophe Dupont? Je pense qu'il pourrait être un parent à moi. »« Ah oui, Monsieur Dupont a été très occupé dernièrement avec toutes ces transactions. »« Non, transactions ? Eh bien, je ne devrais pas parler des affaires des autres clients, dit-il, mais il se pencha en avant comme pour partager un potin juteux. Mais entre nous, je n'ai jamais vu quelqu'un dépenser de l'argent aussi vite. De gros retraits presque tous les jours. C'était une information précieuse. Christophe ne dépensait pas seulement l'argent de Pauline, il le dépensait à un rythme insoutenable.
Quelques nuits plus tard, tandis que je revoyais les documents de Pauline pour la énième fois, je trouvais quelque chose que j'avais ignoré avant. Une petite note écrite en marge d'un des rapports géologiques plus anciens. Christophe n'a jamais eu la patience pour les choses qui comptent vraiment. Il a toujours voulu une gratification immédiate. Henri, en revanche, comprend la valeur d'attendre le bon moment. Pauline avait compris notre fils mieux que je ne le pensais. Elle avait vu sa nature impulsive, son besoin d'avoir tout immédiatement, et avait utilisé cette faiblesse contre lui. Le lendemain, je décidai de faire une petite visite en ville. Cela faisait des semaines que je n'étais pas sorti de la propriété, sauf pour des achats essentiels. J'étais curieux de voir comment Christophe gérait sa nouvelle richesse. Je le trouvais dans la boutique de vêtements la plus chère de la ville, essayant un manteau qui coûtait probablement plus que ce que j'avais dépensé en vêtements ces 5 dernières années. « Qu'en pensez-vous » demandait-il à la vendeuse, tournant devant le miroir. « C'est pour mon voyage à New York le mois prochain. »« Il vous va à ravir, monsieur Dupont, » répondit la vendeuse en flattant. « Et nous avons des chaussures qui s'accordent parfaitement. » De ma position derrière un portant de robe, je pus observer Christophe sans être vu. Son comportement était révélateur. Il achetait compulsivement, choisissant les articles les plus chers, sans même demander le prix. C'était comme s'il essayait de compenser quelque chose, comme si l'argent pouvait combler un vide qu'il ne savait même pas avoir. Quand il sortit de la boutique avec 4 grands sacs, je le suivis à une distance discrète. Sa prochaine arrêt fut l'agence de voyage, où il passa plus d'1 heure à planifier ce qui semblait être des vacances extravagantes. Ensuite, ce fut le bureau d'un agent immobilier. Par la vitrine, je pus le voir regarder des catalogues de maisons qui étaient clairement hors de sa portée, même avec son héritage. C'était fascinant et triste à la fois. Christophe agissait exactement comme quelqu'un qui avait gagné à la loterie et n'avait aucune idée de comment gérer une richesse soudaine. Il prenait des décisions impulsives qui le mèneraient à la ruine financière en quelques années. Ce soir-là, de retour à mon chalet, je fis quelques calculs basiques basés sur ce que j'avais observé et entendu. Christophe dépensait environ 70 000 € par mois. À ce rythme, ces 5 millions dureraient moins de 6 ans, sans compter les intérêts qu'il accumulait probablement sur des prêts. Pauline avait raison. Christophe n'avait pas la discipline ou la sagesse pour gérer une vraie richesse, mais moi, si, tandis que les bougies vacillaient autour de moi et que la forêt murmurait dans l'obscurité dehors, je pris une décision. Il était temps de commencer à transformer mes droits miniers en réalité, mais je le ferais à ma manière, à mes conditions et au moment parfait. Christophe aurait sa surprise, mais d'abord, il aurait sa chute. 6 mois après mon déménagement au chalet, ma vie avait changé de manière que je n'aurais jamais imaginée. J'avais vendu les droits miniers à la compagnie minière la plus fiable pour 14 millions d'euros après une négociation prudente qui m'assurait aussi des royalties futures. Mais je gardais ma vie simple, au moins en apparence. Je vivais encore au chalet, bien que j'ai maintenant fait installer discrètement l'électricité et l'eau courante. De l'extérieur, l'endroit semblait toujours délabré, exactement comme Christophe l'attendrait, mais à l'intérieur, j'avais fait des améliorations subtiles pour mon confort. Mon avocat, M. Rodrigue, avait structuré tout de manière que l'argent soit complètement protégé et diversifié. J'avais assez de ressources pour vivre confortablement le reste de ma vie, et bien plus. Mais plus important que l'argent était le sentiment de contrôle que j'avais récupéré sur ma propre existence. Pendant ce temps, j'observais attentivement la progression prévisible de la vie de Christophe. Mes sources d'informations en ville devinrent plus fiables à mesure que les gens commençaient à me voir avec sympathie. Le pauvre homme âgé abandonné par son fils cruel. Ce que j'entendais était exactement ce que j'attendais, mais la vitesse de la chute de Christophe me surprenait encore. « Il a vendu 2 des voitures qu'il a achetées », m'informa Madame Torres lors d'une de nos rencontres fortuites au supermarché, et il a annulé ce voyage en Asie qu'il avait planifié. « Vraiment ?» demandai-je,
feignant la surprise. Ma belle-sœur travaille à la banque. Elle dit que Christophe y va presque tous les jours pour essayer d'obtenir plus de prêts. Apparemment, il doit déjà plus de 300 000 euros. 300 000 euros de dette en seulement 6 mois. Le rythme d'autodestruction de Christophe était encore plus rapide que ce que j'avais calculé. Mais ce qui me confirma vraiment que son monde s'effondrait fut quand je le vis à la pharmacie un mardi après-midi. Il semblait différent. Ses cheveux, qu'il maintenait toujours impeccables, étaient négligés. Ses vêtements, bien que toujours chers, semblaient froissés. Mais le plus révélateur était ses yeux. Ils avaient le regard désespéré de quelqu'un qui se rendait enfin compte des conséquences de ses actions. Il achetait des anxiolytiques et des somnifères, parlant à voix basse au pharmacien sur si son assurance santé couvrirait le coût. Ce soir-là, tandis que je dînais dans mon chalet maintenant confortable, je reçus l'appel que j'attendais. « Papa !» La voix de Christophe semblait petite, vulnérable, d'une manière que je n'avais pas entendue depuis qu'il était enfant. « Bonjour, Christophe. »« Papa, j'ai besoin de te parler. Puis-je venir te voir? C'est urgent. » Je regardais par la fenêtre vers l'obscurité de la forêt, ressentant un calme étrange. Bien sûr, tu sais où me trouver. 1 heure plus tard, j'entendis le bruit d'une voiture approchant sur le chemin de terre. Mais quand je sortis sur la véranda, je vis que ce n'était plus la voiture luxueuse. C'était un modèle plus ancien, probablement d'occasion. Christophe sortit du véhicule lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait un effort immense. Quand il s'approcha de la lumière de la véranda, je pus voir qu'il avait pleuré. Ses yeux étaient rouges et gonflés, et son visage, sans maquillage, montrait une fatigue profonde. « Papa !» commença-t-il, sa voix défaillant. « J'ai commis des erreurs terribles. » Je ne répondis pas immédiatement. Je restai là à l'observer, me rappelant toutes les fois où il était venu vers moi avec des problèmes quand il était plus jeune, et comment ses visites avaient complètement cessé quand il était entré à l'université et avait décidé qu'il n'avait plus besoin de moi. « Veux-tu entrer ?» demandai-je enfin. Il hocha la tête et je le guidai à l'intérieur du chalet. J'avais préparé du thé comme si je savais que cette conversation arrivait. Christophe s'assit sur la chaise que j'avais placée pour les visites, regardant autour de lui avec des yeux qui semblaient voir l'endroit pour la première fois. « En fait, ce n'est pas aussi mauvais que je pensais, » murmura-t-il. « Tu as fait des améliorations. J'ai fait ce que j'ai pu. » Il resta silencieux pendant un long moment, tordant ses mains sur ses genoux. Finalement, il me regarda. « Papa, je suis dans le pétrin. Un pétrin sérieux. » « Quel genre de pétrin ? » ?»« L'argent. Je dois beaucoup d'argent, plus que je ne peux payer. » »« Combien ? » ?»« Presque 500 000 euros. » Sa voix n'était qu'un murmure. Je pensais avoir plus de temps. Je pensais que l'argent de maman durerait pour toujours. Mais j'ai fait des investissements stupides. J'ai acheté des choses chères. J'ai dépensé sans réfléchir. Les intérêts des prêts m'étouffent. Je le regardais, cet homme qui avait été mon bébé, mon petit garçon, et qui s'était transformé en quelqu'un que je reconnaissais à peine. Mais maintenant, assis dans mon humble chalet, dépouillé de toute son arrogance précédente, je pouvais voir un aperçu du garçon qu'il avait été. « Et que veux-tu que je fasse ?» demandai-je doucement. « J'ai besoin de ton aide, papa. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que j'ai été horrible avec toi. Mais tu es la seule famille que j'ai. » Les larmes commencèrent à couler sur ses joues, et pendant un moment, mon cœur s'adoucit. Après tout, c'était mon fils, le garçon que j'avais élevé, que j'avais aimé inconditionnellement, peu importe la douleur qu'il m'avait causée. « Christophe, dis-je calmement, il y a 6 mois, tu m'as dit d'aller vivre au milieu des bois. Tu m'as traité de vieux inutile. Tu m'as humilié devant des gens que je connaissais et tu m'as expulsé de la seule maison que j'avais comme foyer. Je sais, papa, je sais, et je le regrette tellement. Tu as pris mes photographies de famille, mes vêtements, même la porcelaine de ma mère. Tu as dit que je n'avais jamais contribué à rien, que j'avais toujours été un fardeau. » Chaque mot que je disais était comme une gifle pour lui.
Je pouvais le voir sur son visage, la façon dont il se recroquevillait à chaque rappel de sa cruauté. « Et maintenant ?» continuai-je. « Tu viens dans ce chalet que tu considérais indigne de toi, me demandant de l'aide. Dis-moi, Christophe, qu'est-ce qui a changé? Soudain, je suis un bon père parce que tu as besoin d'argent. » « Non, papa, ce n'est pas ça. J'ai réalisé ce que j'ai fait. J'ai eu le temps de réfléchir, de voir comment j'ai traité la seule personne qui m'a toujours aimé inconditionnellement. » Ces mots sonnaient sincères et une partie de moi voulait y croire. Mais une autre partie, celle qui avait souffert en silence pendant des mois, qui avait été humiliée et abandonnée, se rappelait très bien la douleur. « Sais-tu ce que j'ai appris en vivant ici, Christophe ?» demandai-je. « J'ai appris que je peux survivre sans toi. J'ai appris que je n'ai besoin de l'approbation de personne pour avoir de la valeur. J'ai appris que parfois les personnes qui nous blessent le plus sont celles qui méritent le moins notre aide. Papa, s'il te plaît, je te rembourserai. Quand je résoudrai mes problèmes financiers, je te rembourserai tout ce que tu me prêteras avec intérêt. » « Avec quel argent vas-tu me rembourser, Christophe? D'après ce que j'ai vu, tu as dépensé presque tout ton héritage. Qu'est-ce qui te fait penser que tu pourras rembourser des dettes de 500 000 euros ?» Il resta silencieux, parce que nous savions tous les deux qu'il n'avait pas de réponse. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre, regardant l'obscurité dehors. Pendant des mois, j'avais imaginé ce moment. J'avais fantasmé sur le jour où Christophe reviendrait en rampant, demandant de l'aide. Dans mes fantasmes, j'aurais été dur, impitoyable, lui donnant un goût de sa propre médecine. Mais maintenant qu'il était là, le voyant vraiment brisé et désespéré, mes sentiments étaient plus compliqués que je ne l'attendais. « Papa !» Sa voix était suppliante. « Je sais maintenant que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais si je n'obtiens pas cet argent, je vais tout perdre. La maison, mon cabinet d'avocat, tout. » Je me tournai pour le regarder. « Et pourquoi cela devrait-il m'importer, Christophe? Quand tu avais tout et que je n'avais rien, t'es-tu soucié de mon bien-être? »« Non, » murmura-t-il, baissant la tête, « et je me hais pour ça. » Le moment de vérité était arrivé. Le moment où je devais décider quel genre de personne je voulais être. Je pouvais être comme Christophe l'avait été avec moi, cruel, impitoyable, sans compassion. Ou je pouvais être la personne que Pauline avait vue en moi, fort, mais aussi capable de miséricorde quand elle était méritée. « Christophe, dis-je enfin, je vais te faire une offre, une unique offre. » Ses yeux s'illuminèrent d'un espoir désespéré. « Je vais t'aider avec tes dettes, mais pas comme un cadeau, comme un prêt, avec des termes très spécifiques. N'importe quoi, papa, j'accepte n'importe quel terme. » Je souris, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. « Tu n'as pas encore entendu les termes. » Je m'assis face à Christophe, l'observant tandis qu'il attendait avec un mélange d'espoir et de crainte dans les yeux. Pendant des mois, j'avais imaginé ce moment et maintenant qu'il était là, je ressentis un calme profond que je n'avais pas expérimenté depuis des années. « Voici mes termes, » commençai-je, ma voix ferme et claire. « Je te prêterai 600 000 euros pour couvrir tes dettes et te donner une petite marge pour recommencer. » Papa, c'est plus que ce que j'espérais. Je levai la main pour le faire taire. Je n'ai pas fini. Le prêt sera à 5% d'intérêts annuels, à rembourser en 10 ans. C'est plus généreux que n'importe quelle banque. Il hocha la tête avec enthousiasme. J'accepte, bien sûr que j'accepte. Mais il y a plus de conditions. Pendant les 5 prochaines années, tu travailleras pour moi. Tu viendras ici tous les samedis et m'aideras avec les tâches d'entretien de la propriété, le nettoyage, ce dont j'ai besoin, sans plainte, sans excuse. Je vis son visage changer légèrement, mais il hocha la tête. D'accord. Et chaque fois que tu viendras, tu me parleras avec respect. Plus de commentaires dédaigneux ou condescendants auxquels tu m'as habitué. Tu me traiteras comme le père que j'ai toujours été, pas comme le fardeau que tu as décidé que j'étais. Oui, papa. Enfin, dis-je en me levant et en marchant vers mon bureau. Je veux que tu écrives une lettre, un pardon complet pour tout ce que tu m'as fait, pas pour moi,
mais pour ta propre croissance, et je veux que tu la lises à voix haute à toute la famille lors de la prochaine réunion de Noël. Christophe pâlit. Papa, c'est humiliant. Humiliant. Je le regardais droit dans les yeux. Tu trouves humiliant de devoir t'excuser pour avoir humilié ton propre père, pour m'avoir expulsé de ma maison et avoir répandu des mensonges sur moi à toute la famille? Il baissa le regard, honteux. Non, tu as raison, je le ferai. Bien, alors nous avons un accord. Le lendemain, je transférai l'argent sur son compte. Voir son soulagement quand il put payer ses dettes me donna une satisfaction étrange, non parce que j'aimais l'aider, mais parce que j'avais pris le contrôle complet de la situation. Le premier samedi où il vint travailler, Christophe arriva vêtu d'un jean et d'un t-shirt simple, quelque chose que je ne l'avais pas vu porter depuis des années. Sans ses vêtements chers et son attitude arrogante, il ressemblait plus au fils dont je me souvenais d'autrefois. « Qu'as-tu besoin que je fasse ?» demanda-t-il, son ton respectueux pour la première fois en des années. « J'ai besoin que tu m'aides à nettoyer la remise au fond. Je réorganise des choses. » Nous travaillâmes en silence pendant la première heure. Je pouvais voir qu'il luttait avec le travail manuel, ses mains douces, non habituées à l'effort physique, mais il ne se plaignit pas une fois. « Papa !» dit-il enfin tandis que nous déplacions des vieilles boîtes. « Puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Comment as-tu obtenu l'argent pour me prêter? Je ne comprends pas comment tu as pu économiser autant en vivant dans la pauvreté. » Je complétai pour lui. Il rougit. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Je souris, mais ce n'était pas un sourire cruel cette fois. « Christophe, il y a beaucoup de choses sur moi que tu n'as jamais sues. Beaucoup de choses que tu n'as jamais pris la peine de demander. » Cet après-midi-là, après son départ, je m'assis sur ma véranda rénovée, buvant du thé et observant la forêt que je savais maintenant contenir ma fortune. Les arbres murmuraient avec la brise de l'après-midi et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis complètement en paix. Les mois suivants établirent une routine. Christophe venait tous les samedis, travaillait sans plainte et progressivement, nous commençâmes à avoir de vraies conversations. Pas les interactions superficielles des années précédentes, mais des conversations honnêtes sur la vie, sur les erreurs, sur ce qui comptait vraiment. Un samedi d'automne, tandis que nous ratissions des feuilles, il me surprit avec une question directe. « Vas-tu vraiment me pardonner un jour, papa ?» Je m'arrêtai, m'appuyant sur mon râteau. « Christophe, le pardon n'est pas quelque chose que je concède ou retiens comme un prix. C'est quelque chose qui arrive naturellement quand je vois des changements réels. » « Et les as-tu vus, des changements réels ?» Je le regardais. Cet homme d'âge mûr qui avait redécouvert l'humilité de la manière la plus dure. « Oui, je les ai vus, mais plus important, je pense que toi aussi tu les as vus. » Il hocha la tête, essuyant une larme. « J'ai tellement honte de la personne que j'étais. » Même, ne t'en veux pas pour le passé, Christophe. Utilise-le pour être meilleur dans le futur. Noël arriva et avec lui la première réunion de famille depuis mon exil. Christophe avait tenu sa promesse et avait écrit une lettre complète, s'excusant non seulement auprès de moi, mais auprès de toute la famille pour les mensonges qu'il avait répandus sur moi. Quand il l'a lu à voix haute dans le salon de ma sœur Sandrine, avec toute la famille présente, le silence fut absolu. Je pus voir des larmes dans les yeux de plusieurs parents qui avaient cru à ces histoires et m'avaient tourné le dos. « Papa, » termina Christophe, me regardant directement, « je ne mérite pas ton pardon, mais j'espère qu'un jour je pourrai le gagner. » Après le dîner, Sandrine s'approcha de moi, ses yeux pleins de regret. « Henri, je n'arrive pas à croire que nous ayons été si naïfs. Nous aurions dû te connaître mieux. » « Les gens croient ce qu'ils veulent croire, » répondis-je simplement, « mais l'important est qu'ils connaissent maintenant la vérité. » Au printemps suivant, exactement 1 an après avoir trouvé la clé au chalet, je pris une décision importante. Il était temps de révéler ma vraie situation, mais je le ferai à ma manière. J'achetai une belle maison dans les collines avec vue sur la vallée où j'avais grandi.
Elle n'était pas ostentatoire, mais élégante, confortable et complètement mienne. Quand Christophe arriva pour son samedi habituel de travail et trouva le chalet vide, avec une note le dirigeant vers ma nouvelle adresse, son choc fut visible sur chaque trait de son visage. « Papa, dit-il quand il arriva à ma nouvelle maison. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?»« C'est ma maison, répondis-je simplement. Ma vraie maison. Mais comment? Et l'argent que tu m'as prêté? Ta situation financière ?» Je souris, l'invitant dans la cuisine spacieuse où j'avais préparé du thé. « Christophe, te souviens-tu du chalet que tu pensais ne valoir rien? » « Oui. Il s'avère que ta mère savait quelque chose que ni toi ni moi ne savions au début. Cette terre contenait des droits miniers très précieux, extrêmement précieux. » Je vis comment il traitait cette information, comment son expression passait de la confusion à la compréhension, puis à quelque chose que je ne peux décrire que comme de l'émerveillement mêlé à du respect. « Tu veux dire que maman savait ? » Ta mère savait exactement ce qu'elle faisait. Elle savait que tu dilapiderais l'argent en liquide, mais que j'aurais la patience et la sagesse pour découvrir le vrai trésor qu'elle m'avait laissé. Christophe resta silencieux pendant longtemps. Finalement, il me regarda. « Alors, tu n'as jamais eu besoin de mon argent. Tu aurais pu me laisser souffrir les conséquences de mes actions. Oui, j'aurais pu. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Je m'approchai de lui et posai ma main sur la sienne. « Parce que malgré tout ce qui s'est passé, tu es toujours mon fils. Et parce que je croyais que la personne que tu étais autrefois existait encore quelque part en toi. » Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Je ne mérite pas ta bonté. »« Peut-être pas, dis-je doucement, mais l'amour d'un père ne se base pas toujours sur ce qui est mérité. » Cet été-là, Christophe termina de rembourser son prêt 3 ans avant le délai convenu. Il avait reconstruit son cabinet d'avocat avec un focus complètement différent, se spécialisant dans l'aide aux familles en crise financière. Il disait que c'était sa façon de redonner pour tout ce qu'il avait appris. « Hein, papa ?» me dit-il un samedi, tandis que nous travaillions ensemble dans mon nouveau jardin. T'es-tu déjà demandé ce qui serait arrivé si maman avait tout divisé équitablement dès le début? Je réfléchis à sa question tandis que je plantais des fleurs le long de l'allée. Je pense que ta mère nous connaissait mieux que nous ne nous connaissions nous-mêmes. Elle savait que j'avais besoin d'apprendre que je pouvais survivre seul, et elle savait que tu avais besoin d'apprendre que l'argent sans sagesse est inutile. Et penses-tu que nous avons appris? Je regardais mon fils, non plus l'homme arrogant et cruel qu'il avait été, mais quelqu'un qui avait découvert l'humilité et la gratitude de la manière la plus dure. Je pensais à mon propre parcours, de l'homme dévasté qui avait été expulsé de sa maison à l'homme indépendant et prospère que j'étais maintenant. « Oui, » dis-je en souriant tandis que le soleil de l'après-midi baignait mon jardin dans une lumière dorée. « Je pense que nous avons enfin appris. » Ce soir-là, assis sur ma véranda, observant les lumières de la ville en bas, je réfléchis à l'année extraordinaire qui s'était écoulée. J'avais perdu une maison, mais gagné un foyer. J'avais perdu un fils qui me prenait pour acquis et gagné le respect d'un fils qui avait appris à me valoriser. Mon téléphone sonna, interrompant mes pensées. C'était Christophe. « Papa, je voulais juste te souhaiter bonne nuit et te remercier. » Pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné avec moi, pour avoir vu quelque chose en moi que je ne pouvais pas voir. Après avoir raccroché, je restais assis dans le calme de la nuit, me sentant plus complet que je ne l'avais été depuis des années. Pauline avait raison. J'étais plus fort que quiconque ne l'avait pensé, y compris moi-même. Et parfois, la plus grande victoire n'est pas d'obtenir ce que l'on veut, mais de découvrir que l'on avait déjà tout ce dont on avait besoin pour être heureux. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy et commentez d'où vous regardez. Bénissez la chaîne avec un super thanks, cela nous aide à répandre les histoires de pères âgés dans le monde entier.
et cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, car elle contient une histoire de trahison et de rebondissement comme vous n'en avez jamais vu auparavant.